Bonjour à tout le monde, bienvenue. Merci d'être si nombreux, si nombreuses pour cet échange, cette chat avec notre invitée Yolande Moreau. Merci Yolande d'être Merci de avec me nous à recevoir. Jindou cette semaine. Arrêtez, arrêtez. Parce qu'on n'est pas rendu là. Et merci Louis Elio, responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie Bruxelles à Paris, de nous accompagner aussi pour cette rétrospective. C'est un plaisir. Et on va mener cet échange ensemble avec Yolande et vous toutes et tous. Je le disais hier, vous présenter Yolande, c'est bon, est-ce qu'il le faut? Il le faut vraiment. Quand même, on a le temps aujourd'hui voilà, d'échanger davantage, de vous connaître mieux. Vous êtes né on peut le dire, 1953 à Bruxelles. Je fais très vite, mais on va peut-être y revenir. Je crois que vos premiers contacts avec le milieu du théâtre, en tout cas le milieu professionnel du théâtre, datent des années 70, si j'ai bien lu. Que vous êtes passé par une école de clown à Paris, au début des années 80, qui a donc eu, à la même époque, dans la foulée, vous nous expliquerez, le spectacle, l'écriture et le spectacle de Sale Affaire, de sexe et de crime, qui est donc remise en scène, que vous remettez en scène dans Quand la mer monte avec Gilles Porte. Ça vous a occupé plusieurs années, de longues années. Il y a eu ensuite la rencontre et l'aventure de plus d'une dizaine d'années avec la compagnie Deschamps Makeyev, Jérôme Deschamps et Macha Makeyev. Dans cette aventure, il y a bien entendu les Deschiens, qui ont connu donc un immense succès. C'était la grande époque de Canal+, dans les années 90. Il y a eu ensuite le cinéma. On en a parlé abondamment ce matin déjà avec la première expérience de plateau, c'était avec Agnès Varda. Ça date de 84. Il s'est peut-être écoulé d'ailleurs quelques années ensuite avant que votre carrière d'actrice réellement je dirais, s'épanouissent. C'est celle-là qu'on ne compte plus, on ne peut plus compter le nombre de films que comporte cette filmographie. Et puis, bien entendu, l'œuvre de réalisatrice, de cinéaste, avec les 4 films qui seront dans notre rétrospective de cette semaine. Quand la mer monte, que nous avons vu hier soir. Nous verrons La fiancée du poète, ce sera demain soir dans la séance décentralisée à Gourdon. Ça, c'est le dernier long métrage de fiction. Et entre les deux, il y avait eu le film Henri qu'on présentera, je ne sais plus quel matin, dans cette salle même. Et puis, à la fin de cet échange, on découvrira Nulle part en France, qui est un film qui date de 2016, qui est un film documentaire. Et donc, c'est encore autre chose. Et vous nous en parlerez. Il y a eu aussi, dans des créations récentes, un spectacle autour de Jacques Prévert. Ça, c'était il y a quelques années. Et puis moi, on m'a beaucoup parlé, par exemple, d'un film. On m'a demandé s'il serait ici dans cette rétrospective. Bien entendu, bien trop partiel par rapport à cette œuvre conséquente. Non, on m'a beaucoup parlé de Je ne me laisserai plus faire, de Gustave Kerven, que beaucoup de gens ont vu et remarqué. C'était l'hiver dernier, je crois, donc on pouvait voir un film Arte. Vous venez de tourner avec Dominique Cabrera, ça c'était à Montpellier au printemps, Des femmes comme les autres. Vous nous direz quand on pourra découvrir ce film. Et puis j'ajoute aussi, et ça moi j'aurais beaucoup aimé qu'on puisse aussi vous montrer ces films, vous avez prêté aussi votre voix à des films d'animation, et notamment l'excellent Mia et Migou de Jacques-Rémy Girard, ça c'était en 2008. Et nous, quand nous avions invité Jean-François Lagioni, c'était il y a quelques années en arrière, 2018, il y avait un court-métrage qui avait été produit par la société de production de Jean-François, Raymond ou l'évasion verticale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Un très joli film assez fort d'une dizaine de minutes. Et puis, donc impossible de faire le tour, mais bon, on va essayer d'en parler maintenant. Et puis vous êtes venu donc en 2004 avec Gilles Porte. On l'a déjà évoqué. Et voilà.
en 2 mots. Louis Elio, toi tu es donc responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années. Je l'ai dit, tu avais accompagné Luc Dardenne en 2014, c'était notre 30e édition. Et donc tu t'étais fait déjà le passeur, l'intermédiaire. Et comme je le disais hier, et toi tu as dit que tu étais une petite souris pour le cinéma belge en France. Moi j'appelle ça un assez grand ambassadeur du cinéma belge en France. Merci pour tout ce travail. Et demain, on retrouvera Louis aussi à la librairie pour 2 de ses ouvrages dont il a dirigé la publication. Ce sont des ouvrages d'entretien. Ces Belges qui font le cinéma français. Et je ne sais pas pourquoi vous souriez. Et réaliser un film à 2, dans lequel, par exemple, on retrouve un entretien avec Jean-Marie et Arnaud Larieux, que vous connaissez, qui étaient nos invités il y a quelques années. Et avec Gustave Kervern. Et avec Gustave Kervern également. Moi, j'ai une toute première question très très simple. Vous vous connaissez depuis quand et comment? Je dirais quand on aime, on ne compte pas. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, oui. Ça fait longtemps. Et d'ailleurs, je vais commencer parce qu'effectivement, comme ça fait longtemps qu'on se connaît, nous, on se tutoie. Et donc, effectivement, c'est pas par manque de respect. Sinon, ma maman serait pas contente. Mais ça ferait bizarre que je te vois. Parce qu'on est... évidemment, oui. oui. On peut me tutoyer. Tout le monde. Mais... Ouais, voilà. Tu veux qu'on on démarre tout de suite? Allez, on y va. Sébastien l'a dit, tu es né à Bruxelles. Oui. Est-ce que c'est indiscret de te demander ce que faisaient tes parents? Non, mon père, en fait, au départ, était un petit employé dans un commerce, un négoce de bois. Et puis, c'était un petit négoce de bois chaussée d'Ouavre. Il l'a racheté parce que le patron est mort. Et il s'est endetté pour ça. Et quelques années après, tout a flambé. C'était le plus grand incendie depuis l'innovation. Donc, mon père a toujours travaillé. Un des grands magasins de Bruxelles qui a entièrement brûlé. Mon père a toujours travaillé beaucoup, tard. Il revenait tard le soir. Et le week-end, comme il vendait du bois, il nous faisait tous les jouets lui-même. Il faisait, il faisait tout pour nous. Et ma mère était au foyer. Et on était 4 filles. Et à l'école catholique. Et donc, moi, je n'ai pas connu les garçons, rien du tout. Jusque tardivement. Il n'y en a pas un qui a passé le pas de la porte. Danger. Et après, moi, je suis partie à 18 ans et j'ai été enceinte. J'ai accouché en 10 ans. J'avais 19. Est-ce que... du coup, c'est une famille francophone. Est-ce que tu as appris le néerlandais ou... Ma mère était flamande et mon père wallon. Comme beaucoup de... D'ailleurs, mon mari aussi, on vient des deux. Et j'ai bien compris que je nais de ces deux cultures très différentes en lisant Le Chagrin des Belges d'Hugo Claus. J'ai compris que j'avais une partie de ma famille là-bas, dans les Flandres, et l'autre partie wallonne. Et je me sens très fort de ces deux cultures. Quand la mer monte, j'ai été tournée tout près de ma grand-mère, aînée, Middelkerk. On est tourné là-bas et j'ai pris un amoureux flamand. Moi, je viens de ces deux trucs. Quelle est la part consacrée aux activités artistiques pendant ton enfance et ton adolescence? Pas énorme, sauf on était 4 filles. Et ma mère a tenu à nous classifier assez vite. C'est-à-dire, ma sœur aînée, qui travaillait bien à l'école, était l'intellectuelle. Alors, moi, comme j'en foutais rien, et que j'étais un peu rêveuse, j'étais l'artiste. Jusqu'à quel point je l'étais, probablement pas. Mais on vous donne une personnalité comme ça que vous acharnez après à assumer. Et la 3e était sportive. La 4e année, longtemps après. Donc pour elle, c'était différent. Mais je pense que tout le monde a un fond artistique. J'ai développé ça, je crois, parce que ma mère a décidé que j'étais artiste.
Et je suis pas sûr d'avoir été. Et chez les bonnes sœurs, il y avait une chorale ou un atelier théâtre ou Là, elles chez n'étaient pas Bonne Sœur, aussi. j'étais très en rébellion. Et donc, j'ai pas aimé l'école. D'abord, au début, chez les Bonnes Sœurs, moi, j'étais très hyper mystique jusqu'à l'âge de 13 ans, je crois. Puis là, ça a viré avec la sexualité, tout ça. On en était. D'abord, j'étais amoureuse de Dieu. Puis je me dis, c'est quand même pas pratique. Et puis je l'ai fantasmé en espèce d'une amitié profonde avec un curé espagnol aux traits émaciés et très très beau. Je dis pas pratique non plus. Puis il y a eu les Beatles. Et un été, j'ai basculé. J'ai porté des chaussures orange et une mini-jupe. Et c'était fini. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, à 18 ans, tu pars. Et puis, c'est une communauté hippie. Alors j'étais très là-dedans, moi, les années 70. D'ailleurs, moi, je vois beaucoup de gens par ici qui ont dû vivre la même chose. Je... Ça fait rire, mais je les reconnais. Parce que j'ai failli faire la même chose. J'avais envie de ça, moi. J'avais envie d'avoir une ferme, des animaux, vivre autrement. Voilà. Et là, à l'époque aussi, moi, j'étais très dans le milieu, baba, cool, hippie, tout ça. Bah. Et il y a un fermier à l'époque qui trouvait ça génial. Alors c'est rigolo, j'ai regardé le documentaire tout à l'heure sur le bûcheron. C'était un bûcheron qui travaillait à la main. Il ne voulait pas entendre parler d'une tronçonneuse. Il était bûcheron à la main toute sa vie. Et il a dit, mais moi, j'ai des terres ici, venez, vous pouvez les travailler. Et donc, tous les babacools ont atterri là-bas. Il y avait des cabanes dans les arbres. Et c'est là que j'ai connu, moi aussi, le père de mes enfants. Voilà. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, jusqu'en octobre, il a commencé à faire froid. mais Je son pense, petit confort quand même. je pense que j'ai continué à essayer de garder ces rêves de mon adolescence tout le temps. C'est-à-dire que j'habite avec Yves, avec mon mari à la campagne. J'ai longtemps fait le potager et tout, j'y arrive plus. Yves y continue. Je me suis intéressée à la permaculture. Bon, ça je le prends avec des pincettes parce qu'avant, on fourre son nez. Et c'est comme le cinéma, on voit l'immensité des choses qu'on ne connaît pas. Mais fascinant. Voilà. Et j'ai tout le temps essayé de combiner ces choses-là. Moi, de faire théâtre, cinéma et d'avoir une vie complètement à côté. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? Est-ce que c'est pas un spectacle que tu aurais vu qui te dit, tiens. Il y a eu des déclics. C'est-à-dire que déjà pendant mon adolescence, moi j'ai fait pas mal à ce moment-là de théâtre avant. Comme j'étais l'artiste, j'ai suivi des cours de déclamation et à un moment donné, j'ai fait aussi un spectacle de clown avant, tout ça avant. Et le déclic pour moi, j'ai mes enfants très jeunes, j'ai recommencé par le théâtre pour enfants. Et puis, je me suis intéressée à ce qui se passait autour de moi. Et le gros déclic, moi, c'est Zouk. J'étais la voir et Zouk, c'était la claque que j'ai eue. Je me dis, on peut raconter les choses différemment. Et du coup, après ces années au théâtre pour enfants, j'ai été faire cette formation de clown à Paris. Et en rentrant, j'ai écrit ce spectacle où j'ai d'abord improvisé dans les rues, voilà. Dans les cafés. Oui, Et puis il y a eu le festival de Rochefort, oui. qui est un festival qui existe toujours, qui est un festival important en Wallonie, pour le spectacle humoristique. Et je pense qu'on a une archive. Oui, oui, on a une archive. Alors, Ah ouais. une interview de Yolande, une émission de télévision du 7 octobre 82, qui s'appelait Plein Feu.
Et là, l'extrait qu'on a retenu, c'est juste après que vous ayez joué en studio, devant la caméra. Voilà, un petit bout de salle à faire. C'est rare une femme qui se lance sur scène avec des choses quand même qui font rire. Comment on est construit à l'intérieur pour faire ça? Expliquez-moi. Vous faites des textes et tout? Oui, j'écris les textes, mais au départ, je ne savais pas tellement que j'allais faire ça. Qu'est-ce qui a provoqué? Et le masque et tout, qui a provoqué tout ça? Mais ça, c'est en allant suivre des cours à Paris. On avait travaillé la Commedia dell'arte et pour l'aborder plus facilement, on avait employé des masques assez grossiers, tels que celui-là, et j'aime bien travailler avec celui-là. Oui. Et alors, c'est un peu là que j'ai... Pour la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais faire rire. Parce qu'on riait autour? Disons, il y a moyen, quoi. Oui, oui. Ça se travaille. C'est difficile de faire rire. Oui, c'est difficile. C'est plus difficile, hein? Oui. Je me disais, ce que j'ai pas dit là, mais que le masque m'a donné une liberté de parole que j'avais pas du tout comme ça. Parce que j'étais très timide, beaucoup moins maintenant. Hein, mais j'étais timide et le masque m'a permis une liberté de parole. Ouais. Puis c'était le vin qui m'a donné une liberté de parole. Yolande, on a deux petits autres extraits pour compléter. Est-ce que c'était pas un petit peu curieux pour toi de jouer devant des caméras? Si, ça fait bizarre. Habitué à un public, hein? Oui. Oui. Et alors, ça répond pas, évidemment. Ben non, une caméra, ça n'est rien. Il n'y a pas de répondance. Disons, comme ça se passe très fort par rapport aux gens. Oui. Tu sens revenir le rire, oui. Tu sens revenir... Ou pas le rire, ça dépend. Oui, ceci, et même les silences, etc. Mais les C'est en silences fonction sont des très gens. importants dans son spectacle. Qu'est-ce qu'on ferait alors? On ferait quelques minutes de silence pour la réconforter un peu? Si vous voulez. Si ça n'ennuie personne, on peut y aller. Est-ce qu'il y a eu des coups de main entre-temps? Ou bien c'est vraiment un métier où on démarre toute seule, ou c'est quand même un peu avant de passer la scène et de faire quelque chose, on se dit... Il y a des gens qui m'ont aidé, oui. Oui. D'ailleurs, au tout début, en revenant là de Paris, j'avais commencé à écrire quelques bribes, mais que je n'avais pas essayé. Puis j'avais rencontré Daniel Le Butler qui m'avait dit, mais viens, avec ton masque, il y a un moment où il faut passer ce cap et il faut oser. Oui, voilà. Et alors j'ai été sans savoir du tout avec ce personnage-là, mais sans savoir du tout ce que j'allais dire. Et ça fait mal au ventre, mais en même temps, c'est très gai parce que il faut prendre tout ce qui se passe. C'est même plus vrai que quand on a un spectacle écrit. Il faut prendre tout ce qui se passe dans le public et le prendre et jouer avec ça. Oui, oui. Et c'est comme ça que le spectacle a été conçu. C'est petit à petit, j'ai trouvé des mots que j'aimais bien. Et puis, ça s'est collé autour d'une armature. En fait, j'ai trempé dans un crime. Tout s'est greffé autour de ça. C'est ça. Et tu écris les choses? Oui, j'écris. Tu mémorises? Ah oui, je fais pas le clown devant ma glace. Ça sert à rien, ça. Non, je ne fais pas rire. Non. Yolande, vous vous souvenez pas de ce passage à la télévision? Non, enfin, je le connaissais pas. Bah, moi, ce qui m'a un peu fasciné, c'est que dans cet échange très rapide, j'avais l'impression qu'il se disait des choses très importantes par rapport, effectivement, on l'a déjà évoqué rapidement, mais faire rire déjà, la question du public, et où effectivement, visiblement, c'est une première expérience devant une caméra, et quand on sait la suite, je ne sais pas si vous l'imaginiez, sans doute pas, jouer sur scène, oser, silence, tout y est, c'est-à-dire dans votre univers artistique, que ce soit à la scène et même au cinéma, on retrouve ces enjeux-là. Une petite question, moi, pour compléter le retour un petit peu sur les premières années. Votre rapport au cinéma au temps de votre adolescence, par exemple, c'était quoi? J'étais très peu au cinéma. Un des premiers films, on était 4 filles, je crois qu'on a été voir Les 101 Dalmatiens. Et non, j'ai pas. Et alors, le film là, qui était très drôle, pour les enfants, je me rappelle plus le titre. Mais ma première grosse émotion au cinéma, c'est Adalène 31. Je me rappelle, tu te rappelles de ce film? Je ne sais plus qui l'a fait, mais ça parle des mineurs en grève en Angleterre. Et je me rappelle, il y a une chorale, enfin une fanfare qui descend et on sait qu'ils vont se faire tuer. Je me rappelle une grosse émotion, ce film. Ça vous dit, je ne sais plus le titre.
Mais par rapport, je reviens à parce que là, je dis que j'ai bien les silences et tout, mais c'est Daniel Le Batteur, c'était un magicien québécois qui m'avait dit, mais passe si tu veux, je m'en vais, puis tu viens avec ton masque. Et je me suis interdit d'avoir une idée. J'étais un peu puriste. Hein. Et donc, je me dis, et donc je vais sur scène avec mon masque, et j'ai pas d'idée. Et comme j'ai rien à dire, je dis rien. Et à un moment donné, c'est un peu long. Donc, je dis toujours rien, parce que j'ai rien à dire. Et puis, je tape sur le micro, comme ça. Et les gens sont morts de rire. Je me dis, tiens, si ça les fait marrer, je vais taper 2 fois. Non, mais je suis pas con non plus. Je suis belge, mais je suis pas con. Et donc, c'est venu de là, ce que j'explique, qui s'est passé avant ça, en fait. Mes essais à gauche, à droite, voilà. Et puis, des impros. J'allais l'après-midi dans les cafés pour les vieux, l'été dansant. Et là, de temps en temps, je devais un peu danser, sinon ça faisait louche. Mais je voulais raconter cette misère sexuelle aussi, où il y a des vieilles qui se proponaient dans les toilettes et qui étaient en recherche de l'âme sœur, et parfois des gens qui en profitaient. Enfin, je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'émouvait. Et j'étais bien là pour écrire dans les horaires où mes enfants étaient à l'école. Et donc, il y avait aussi ce goût, cette appétence pour l'écriture. Que j'ai découvert grâce à Philippe Gaulier, quand j'étais à ce truc de cours de clown à Paris, en disant, c'est lui qui m'a donné l'impulsion. Parce qu'il m'a dit, tu dois écrire. Jamais personne ne m'avait dit ça. Et je vous disais, j'étais mauvaise à l'école. Et forte de Gaulier, des choses que j'ai trouvées avec ce masque, cette liberté que j'ai trouvée, j'ai commencé à écrire. C'était quelle école? C'était l'école Lecoq? Alors, Gaulier était prof à l'école Lecoq avant. Et il avait ouvert sa propre école avec Monica Pagneux. Puis il est allé enseigner, je crois, en Angleterre. Et j'aimais beaucoup. J'ai appris que j'aimais bien ce métier grâce à lui. Et c'était quoi comme au niveau quel enseignement du clown? C'était quel clown? Alors le clown, parce qu'on a abordé le masque, la commedia dell'arte, plein de choses. Mais par exemple, le clown, proprement dit, on avait évidemment mis le petit nez rouge, on avait des habits. Et il y avait une femme qui venait, je crois, de Bretagne, qui était très coincée. Et elle avait son petit nez rouge et elle devait mettre une jupe plissée. Et puis, dis-nous bonjour, ma chérie. Elle disait bonjour, tout le monde riait. Mais cette fille, elle pleurait tous les jours, chaque fois. Et j'ai compris que c'était l'humanité qui faisait rire, très souvent. Or que ceux qui débarquaient, ça n'avait pas rire du tout. Et j'ai reconstaté la même chose avec Deschamps plus tard. Notamment le premier spectacle que j'ai fait avec lui, c'était Lapin Chasseur. Et il y avait un homme assez âgé qui était là, qui avait toute sa vie vendu des soutiens-gorge, je crois. Et puis il était là, et des gens lui disaient non, Jean, ne dites rien. Il devait juste passer avec une mandoline qui était asseyez-vous, Jean. Et dès qu'il voulait faire quelque chose, il disait non, faites rien. Et je trouvais ça un peu violent. J'aimerais pas qu'on me dise faites rien. Et en même temps, je me disais, mais si moi je suis dans le public, j'aime ça. J'aime ce type qui dit rien. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage. C'est très curieux, c'est contradictoire. Après, moi, je veux faire de moi-même la fille qui dit rien. Je veux le décider moi-même. Et ce texte, vous l'avez écrit ça a été une écriture très longue ou très intuitive? C'est sorti comme un jet ou... Une fois que le personnage était là, ça c'est vrai que c'est parti avec j'ai trempé dans un crime. C'est que là, j'ai mes mains pleines d'éosine à l'époque.
de sang, et ça me faisait marrer l'expression qu'on trouve dans les journaux, trempé dans un crime. Et donc, je voulais ça littéral. Voilà, c'est le spectacle dont on voit une partie dans Quand la mer monte. C'est un spectacle, d'ailleurs, que vous avez... des amis qui ont eu cette chance-là de vous voir, je crois, au Théâtre du Rond-Point. Ah oui. À la fin des années 2000, vous avez rejoué le spectacle, je crois. Alors, oui, parce que quand le Quelle film est chance. sorti, on a fait une dizaine de dates, le film et le spectacle. À 2 en 1, comme le shampoing. Et là, vous seriez capable de nous faire les premières Oui. premières répliques de Ça l'affaire? Oui. Donc, j'arrive dans le public avec mes mains. Là, ça a l'affaire. Voilà, il me regarde tout ce que vous. Et puis, j'ai trempé dans un crime. C'est moche, hein? Il est mort. Ça vous fait rien? Ça vous touche pas? Moi non plus. Et j'avais joué ça, et on a refait dans le film. J'ai joué devant des vieux qui étaient dans un home. Et donc, ça l'a fait. Oh! J'ai trempé dans un crime. Oh, je dis, ça va durer des plombes, hein. Et On l'a repris dans le film. C'est un spectacle que tu as joué très longtemps. Ouais. En France, en Belgique, en Suisse, au Québec aussi peut-être ou... Oui. Et donc pendant presque une dizaine d'années, pas loin. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait l'envie de plus être seul sur scène. Oui, je me demandais comment j'allais tourner ça, parce que j'étais très culottée avec ce spectacle-là, mais on m'attendait, et ça me faisait très peur. Et je sais pas. Et puis, je crois que j'avais envie de jouer dans une troupe. J'ai fait beaucoup de tournées, comme dans le film. On avait une vieille déesse, j'ai dormi dedans. Je prenais par bison futé. Je me dis, quand je vois ça avec du recul, j'oserais plus dormir dans ma bagnole. Et ouais. Une fois, j'étais arrivée dans un petit village et je vois un café. Moi, j'aime bien les cafés. Et j'ai envie d'aller, et puis je vois que c'est bourré d'hommes. Je vais peut-être pas y aller, tu vois. Ça fait un peu... Puis je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Il n'y a personne qui fait attention à moi. C'était l'accueil des champignons. Il parlait que des champignons. On l'a dit ce matin, effectivement, il y a la rencontre avec Agnès Varda en 84, le tournage de son Lillois. Et du coup, ça ouvre peut-être sur une envie de cinéma. Ouais. Mais on se remet dans l'époque, hein, on est au milieu des années 80, et il faut que vous sachiez qu'en Belgique, les acteurs, les actrices n'ont pas d'agent artistique, parce que c'est un métier pas autorisé. Oui, réfléchissez un peu, quelqu'un qui prend son salaire en prenant 10% du vôtre. Chez nous, ça porte un autre nom. On n'appelle pas ça argent. Voilà. Bon, on peut se dire agent, mais bon. Et donc à l'époque, pour ceux et celles qui font un peu de cinéma, c'est 2 directeurs de casting, Patrick Ella et Gerda Didens, qui eux sont rémunérés par les sociétés de production belges ou françaises, et qui sont là pour effectivement montrer les comédiens qui existent. Comment toi à l'époque tu te places par rapport à ça? Est-ce que tu cherches un agent artistique? Parce que pour les comédiens qui arrivent en France, souvent la grande question c'est: vais-je trouver un agent? Alors justement, moi je comprenais tout de travers, je savais pas. D'abord même avec Agnès Varda, moi j'avais pas le téléphone. En 2000 non, même un peu avant, j'ai eu le téléphone.
Mais bref, après Saint-Ouen-Lois, je décide que le cinéma, ça me plaît. Et je donne mon spectacle à Paris, au Théâtre du Tourteau, près de chez toi. Et là, la journée, je me dis, je vais un peu prospecter. Mais je ne savais pas qu'il fallait un agent. Donc j'ai appelé des castings. Mais casting, c'est pas ça. Ce sont ceux qui voient, qui cherchent pour des films. Donc j'avais tout faux. Et, à l'époque, je me dis, tiens, j'ai invité, Françoise Hardy, parce que je l'aimais bien, avec Jacques, mais ils ne sont pas venus. Et, et j'avais aussi invité Paul Vecchiali, tu te rappelles, que j'aimais beaucoup ses films, mais que je n'ai pas vu non plus. Mais sinon, c'est tout. Et oui, donc le cinéma, ça n'a pas été cette fois-là. Non, et puis une fois, des années. Ah oui, parce que j'avais joué mon spectacle avec Adamo à l'Olympia. Et je me suis fait siffler. C'est horrible. Tu sais, Adamo, il m'a chanté il faut s'aimer, il faut s'aimer. Et Il laisse ses mains sur tes hanches et tout ça. voilà. Et l'Olympia, c'est un truc où les autres n'étaient pas encore partis. Ils avaient oublié de fermer les rideaux derrière moi. Oh, j'ai besoin de silence. Moi, je prends des silences énormes dans une salle de 2000. Ça ne marche pas. Et il suffit d'une dizaine de sifflets. Je suis mal au ventre pendant des mois. Et voilà. Mais dans la salle, il y avait un type qui s'appelait Gérard Molévrier, Oui. qui est cassé. Grand directeur de casting. Et qui a dit c'est génial ce truc. Il a voulu m'appeler, mais j'avais pas le téléphone. Donc, il me l'a dit après. Fin des années 80, tu intègres la compagnie des Champs Makeyev. 89. Et il va y avoir 3 spectacles. Plus ça. Oui, enfin, mais Ah oui. trois grands spectacles qui vont, dont Lapin Chasseur, et puis c'est magnifique. C'est magnifique. Puis les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Puis les précieuses ridicules. Les pensionnaires. Et un opéra aussi. Et c'est vrai que dans cette troupe, il y a tout un travail sur l'humour parfois non verbal, qui fait écho à ce que tu as pu travailler dans Salle à faire. Oui, moi, en tout cas, j'avais vu un article de Deschamps, c'est comme ça que je lui avais écrit, parce qu'il parlait des acteurs à l'époque de la veillée, je crois, dans un article dans l'IB. Je me dis, mais c'est ce type-là, j'ai envie de rencontrer. Et donc, j'ai rencontré, mais je ne savais pas qu'il avait déjà fait la veillée, il avait déjà pas mal de succès à Paris. Et je ne savais pas que c'était une espèce de casting déguisé. Mes enfants étaient grands, donc j'ai hésité à aller à Paris, je l'ai fait. Et j'ai fait le premier spectacle, c'était Lapin Chasseur, et il réunit des gens très différents, comme François Morel, qui lui est très bavard, et avait fait une autre formation que moi, et on était plein, hein, pour Lapin Chasseur, on était une quinzaine. Et Lapin Chasseur, l'expérience théâtrale était saisissante. On pouvait être certains soirs d'un côté de la salle et de l'autre côté en cuisine. C'est vrai que c'était assez saisissant. Mais peut-être que ça vous dit rien si on regardait quelques images. Ouais, on peut regarder quelques images de J'ai documenté. Lapin Chasseur et peut-être aussi l'extrait de C'est magnifique.
c'est magnifique. Né ton cœur avec un bouquet de fleurs. La la la, oh, c'est magnifique. Mais faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Puis elle là qui vous prend par les bras. La la la, c'est magnifique. Un ciel si bleu, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner ton cœur avec un bouquet de fleurs. La la la, oh, c'est magnifique. Mais faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait de revoir ces images? Qu'est-ce que ça fait de revoir ces images? Plein de choses. Oh putain, j'étais plus mince quand même. Non, mais c'est émouvant. C'est des bons souvenirs. En tout cas, c'est magnifique pour moi. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai pas osé parler dans les spectacles avec Deschamps. Et c'est magnifique. Deschamps a eu une grande classe. Parce que François, il était aussi à l'aise. Duquesne aussi. Du côté où on était en attente que juste avec les quelques mètres qui nous séparent sur la salle. Et le premier jour de répétition, Jérôme il a installé deux chaises au milieu. Il est venu s'asseoir à côté de moi et dit « Bon, on va s'asseoir tous les deux parce qu'il va falloir t'habituer. » Et par contre, je prenais bien ma place au moment où je jouais. Voilà, mais c'est magnifique. J'ai osé parler. Je me rappelle des autres spectacles, je ne parle pas. Et c'était quand j'appelle Lochet, je prenais l'accent, je sais pas, du nord de la France. Mets ta main là. Et je lui tapais dessus avec une batte. Et puis comme j'avais mes camarades, de nouveau renouvelle. Hein, on dit reviens, mets ta main là. Et je lui tapais sur les mains avec un bloc Iton, là, un bloc, les blancs, là, construit avec ça. Et donc là, c'est la première fois que vous chantez. Hein? C'est la première fois que vous chantez. Chanter. Que vous chantez ici, c'est la première fois. Chanter, ça je faisais déjà dans... Ah non, je dansais. Oui, effectivement. Et cette chanson-là, c'était le troisième ou quatrième spectacle que je faisais avec eux. Et donc, j'avais entendu cette chanson. Je me dis, ça, je vais me cette chanson-là. Je l'aime bien. Et donc, c'est cette chanson de Luis Mariano. Et il y avait Bruno Rocher là-dedans aussi, Atman Khelif. Philippe Rouech à l'accordéon. Duquesne. Ah non, pas Duquesne. Peu de temps après ça, toujours avec Jérôme Deschamps, il va y avoir l'aventure des Deschiens à la télévision, avec la même bande. Oui. Et ça a un succès assez rapide. Est-ce que tu t'en rends compte? Oh non. On faisait un peu des impros, déjà comme on faisait pour les spectacles. Et je me rappelle une fois avec Philippe Duquesne, on mangeait à deux au Terminus Nord. Et on s'est dit, on va aller très lentement aux toilettes pour voir si on nous reconnaît. Et on ne nous reconnaissait pas vraiment. Et 15 jours après, l'horreur.
Avec la télé, c'est terrible. Mais en même temps, la télé, tu passes plus pendant 3 mois, on t'oublie aussi sec. C'est pas plus mal. C'est bien. Mais en tout cas, ça nous a permis à nous de... Parce que Jérôme Deschamps, on était inconnus au bataillon quand même. Et ça nous a permis de nous connaître. Nous, on faisait exprès d'un spectacle. On disait Monsieur Morel, Monsieur Morel. Moi, je me suis Yolande parce que j'étais dans les cuisines. Mais sinon, on s'appelait par nos noms de famille pour nous faire exister. Parce qu'on était malins. Et ça nous a permis quand même, justement, d'avoir de la proposition ailleurs. Oui. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de rôles secondaires. Et moi, je me souviens de toi dans Germinal. Alors, c'était terrible parce qu'on n'avait pas le temps. Avec Deschamps, je crois, on tournait toute l'année. Je pense que si on avait 10 jours de congé, ils pensaient qu'on allait s'emmerder. Et c'était compliqué d'aller ailleurs. Et moi, j'ai commencé réellement à partir du moment en 2002, quand la mer monte. Sinon, c'était compliqué parce que j'ai fait des petits trucs. Germinal, c'est des petits trucs. Quel souvenir tu gardes de ce tournage? Je me suis dit, si c'est ça le cinéma, parce que c'est très hiérarchisé. Ah, c'est C'est hiérarchisé en France. Oui, mais le cinéma de Claude Berry, c'est chef sous chef et ça hurle. Bah, ça m'a pas plu. Mais, par exemple, j'ai rencontré Corinne Massiero. On s'était bien entendu. Quand on avait de longues heures d'attente, on avait bu beaucoup de bière. Et Louis, là, tu viens de dire que toi, tu considères que le cinéma français est très hiérarchisé par rapport au cinéma belge. C'est ça que tu laisses entendre. Oui, mais le cinéma français a été conçu comme ça. Pour pouvoir être chef opérateur, il faut d'abord avoir été plusieurs fois 3e assistant, puis 2e assistant, puis 1er assistant. C'est un parcours du combattant. Comme ça. Et le réalisateur ne va pas s'adresser directement au 3e assistant, parce qu'il a son propre assistant, qui lui-même a son propre assistant. Donc c'est comme ça que vous avez moins de chômage, sans doute. Et que c'est sans doute pour ça que vos films coûtent si cher. Il faut tellement payer de gens. Que chez nous, on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut les choses ont changé beaucoup, parce que des réalisateurs comme Berry, qui par ailleurs, je l'ai trouvé émouvant, mais pas sur le plateau. Des gens qui hurlent, qu'est-ce qu'elle me fout, cette déco de merde, comme ça, tu vois, je me dis, c'est ça les intellectuels. C'est pas mieux qu'ailleurs. Et vous, Yolande, vous avez la même expérience quand même, sur la manière dont ça se passe sur un plateau belge et un plateau français, même si c'est très général de dire ça. Il y a un côté peut-être certainement plus convivial chez nous, mais je pense qu'aussi ce cinéma que je vous dis de l'époque, là je le rencontre pas tellement. Moi, plus maintenant. Je pense qu'aussi avant il y avait d'un côté les ouvriers, l'ouvrier, ça n'existe plus. Les gens qui font, je trouve, ce métier, des jeunes sont tout à fait ont envie de faire ce métier et pas d'une manière comme si on dépasse les heures, je vais couper l'alimentation. C'est différent, je trouve. Et personnellement aussi, mais j'ai fait quand même pas mal de choix. Et les gens avec qui je suis tombée, je suis quand même bien tombée avec comme des réalisateurs que j'aime bien, mais ils ne m'appellent pas non plus pour des super grosses productions d'un cinéma que j'aimerais pas non plus. Parce que ma fille est script, c'est elle qui a fait les 3 films que j'ai faits. Et là, récemment, ma fille a fait un film genre pour Netflix avec une pointure, un truc où il faut prendre autant je ne vais pas citer les noms, mais tu vois, faut profiter de la star dans autant de directions,
tant d'autres. Et elle l'a eu, elle est en burn-out depuis 1 an. Elle veut faire autre chose. Je comprends. On ne fait pas ces métiers-là pour faire de la daube, en fait. On fait ces métiers-là au départ parce qu'on choisit. Mais, et c'est pour ça que c'est important de choisir ses films. Mon mari, qui n'est pas là, il était se promener, mais qui est jardinier au départ, lui, il est devenu machiniste à Caux-Saint-Antoine-Loire. Et à un moment donné, il a fait de la pub, et puis il s'est dit, c'est pas pour moi. Il a arrêté la pub, il a toujours travaillé avec Patrick Bossier, et il a fait des beaux films. Il n'a pas d'expérience désastreuse. Et nous, on reste sur la pellicule, il est important de choisir quand même. Mais ma fille qui est script aussi, c'est important de choisir. Alors, c'est le moment d'évoquer peut-être et de revenir sur Quand la mer monte, mais justement, pour poursuivre, je vous ai entendu dire que, effectivement, ça a pu surprendre aussi, c'était un rôle sérieux, c'était un rôle sérieux, et que ça, c'était peut-être effectivement une nouveauté dans le regard d'un public qui vous connaissez mieux ou bien même avec Les Deschiens, mais qui a pu susciter effectivement une certaine surprise d'avoir cette... Alors, est-ce que je peux enchaîner? En fait, est-ce qu'à un moment, après plusieurs saisons de Deschiens, tu n'as pas eu peur d'être enfermé dans un type de rôle, dans un type de personnage, et qu'on n'ose pas t'imaginer en baronne et que tu sois toujours la servante? Je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont peur. Par exemple, quand j'ai travaillé avec Martin Provost, il avait la hantise que je fasse rigoler. Et moi, je ne voulais pas faire... de toute façon, de ce qu'on faisait avec Deschamps, c'est du tragicomique. Ça fait rire, mais c'est complètement tragique. Les Deschiens, c'est complètement tragique. On parle d'un mal de vivre, on parle d'une violence de la vie dans les Deschiens. On ne se fout pas de la gueule d'eux. J'ai toujours eu ça en horreur. Moi, j'ai jamais douté que je pouvais faire un rôle. Donc mais je pense qu'il y a des réalisateurs qui en ont eu peur. Et moi-même, je crois que j'aurais pu à une époque, avec des rôles qu'on proposait, de faire des rôles hauts en couleur, tu vois. Et j'ai pas eu envie. Mais l'envie, c'est un luxe aussi. Ça dépend du choix qu'on vous donne. Mais parce que moi, je connais de très bons comédiens qui n'ont pas de boulot. Hein. Donc, mais moi, je ne me suis pas sentie enfermée là-dedans en faisant Quand la mer monte. En même temps, ça a surpris des gens. Je pense qu'en faisant Quand la mer monte, ça a donné l'idée à Martin Provost de faire Séraphine. Est-ce qu'il serait venu me chercher sinon? Je ne sais pas. Et avec la récompense aussi qu'a pu avoir le film, le César de la meilleure actrice, ce qui n'est pas meilleur rien. premier Et film. du meilleur ça, premier film. Ça récompense la mise en scène partagée avec Gilles Porte et effectivement meilleure actrice. Tu l'as vécu comment, cette reconnaissance du métier français? Ça fait plaisir, évidemment. Ça fait plaisir, la reconnaissance. Oui, ça fait plaisir. Est-ce que tu y attendais? On s'y attendait pas, non. Mais par contre, il y avait la mort tragique d'Humbert Balzan, juste avant. Et je pense que tout le cinéma a été un peu bouleversé. Humbert Balzan, producteur Oignon Pictures. Producteur, qui était un peu acculé, qui a fait beaucoup de films, justement, pas d'art, des films d'auteur, et qui était un peu acculé. Les raisons pour lesquelles on se suicide, tu rentres par là-dedans, parce que c'est très complexe. Quand on a eu cette rétrospective, invité d'honneur Régine Vial, les films du Losange, nous avions passé le film de Me Ansel Love, qui évoque effectivement la figure d'Humbert Balzan, producteur. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Internet qu'au moment bien entendu, au moment de la remise des Césars, avec Gilles, vous avez eu un mot, bien entendu, pour Humbert Balzan. Je crois que c'est Gilles Porte donc, qui explique que sans lui, peut-être que le film n'aurait pas pu se financer, n'aurait pas pu se faire, rappelant la fabrication artisanale, eu égard à ce qu'on a dit juste avant,
de ce film et qu'effectivement ça tient pas grand-chose, sans doute à une rencontre et en tout cas là à la volonté d'un producteur de travailler avec vous et qui nous ramène bien sûr toujours à ce collectif que représente le cinéma aussi. Oh, c'est ce que j'aime bien, moi. Un film, ça se fait avec... c'est une équipe. J'aime bien. Tout le monde est important. Et ça se fait avec les compétences de chacun. Alors, bien sûr, on est moteur parce qu'on écrit une histoire, mais moi-même, d'ailleurs, à la fin de La fiancée, moi, je remercie toute cette équipe. C'est grâce à eux tous, qu'on peut faire un film. C'est une œuvre collective. C'est un art collectif. Alors, moi, j'ai une question qui me taraude, et après, peut-être qu'on vous passera le micro. C'est quand même tout ce parcours, la richesse de ce parcours, et donc passer derrière la caméra, réaliser un film. Ça, c'était quelque chose que vous aviez en tête depuis un moment. On sait, vous l'avez dit, que Gilles Porte vous a fait une proposition d'un film qui remettrait en scène Salafère. Donc, vous avez souvent dit qu'effectivement, sans Gilles, vous n'auriez pas eu l'impulsion peut-être pour faire ce film, mais quand même. Et puis, les réactions, quand on revoit ce film, les réactions du public, vous allez nous dire, mais c'est vrai que un grand film, a priori, c'est une histoire qui ne peut se raconter qu'au cinéma. Et j'ai l'impression que dès le premier plan du film, sur les bras, justement, qui ont trempé dans un crime, et avec la bague que l'on pose, c'est déjà tout un programme. Et ceci, donc tout ce travail de réalisation, de mise en scène, ça c'est quelque chose, c'était un désir que vous aviez, ou finalement qui est venu comme ça, comme d'autres vous avez déjà encouragé à écrire, encouragé à... J'avais des envies de cinéma depuis longtemps qui me taraudaient, mais que je n'avais pas pu faire. Et en plus, j'ai pas fait d'école et tout ça, donc j'ai eu cette envie que je t'ai raconté d'adapter une nouvelle de Bukowski où c'est deux mecs qui piquent un cadavre. Et puis j'ai appris que quelqu'un le faisait. Or, j'aurais travaillé là-dessus pendant 3 semaines. Et puis, il y a des choses qui reviennent parce que j'ai eu envie de faire un film sur le mouvement. Et donc, le mouvement des gens qui prennent les mouvements des autres comme une manière de rêver. Et donc, il y a des femmes qui dansent comme des africaines, sur la musique africaine. C'est une manière de se transposer, de rêver sur un ailleurs. Et j'avais vu, en rejoignant mon mari, qui était sur un tournage d'André Delvaux à l'époque, des arbres penchés tout près de Bruges, penchés tous du même côté à cause du vent. Et cette image, je me dis, tiens, je vais employer ces arbres penchés là-dedans, ce mimétisme. Et des années après, on retrouve cette image d'arbres penchés quand la mer monte. Et donc, j'ai eu des envies que j'ai abandonnées. Mais le fil rouge de tout ça, c'est quand même raconter les gens. Je pense aussi, dès le départ, avec mon spectacle, ce qu'on fait chez Deschamps, il y a un seul fil rouge, c'est raconter le monde dans lequel on vit. Voilà. Et je pense que c'est le fil rouge. Et le cinéma, c'est un support d'expression. Le théâtre en est un autre, mais il y a du théâtre aussi dans mes films, quelque part. Et puis, une grande habitude avec des chants d'improvisation. Je me suis découvert un plaisir de l'écriture, du cinéma qui n'est pas une écriture littéraire, qui est une écriture on peut dire passe-moi le sel et avoir plein d'idées sous-jacentes. Et donc cette écriture-là me convient parce que je ne suis pas douée pour l'écriture littéraire. Et être à la fois réalisatrice, actrice, de part et d'autre de la caméra, en quelque sorte. Comment ça, je dirais, quelle contrainte, quelle difficulté ça a pu être sur ce film? J'imagine aussi que reprenant Salafère, c'était impossible d'imaginer qu'une autre actrice t'incarne dans le spectacle. J'y ai pensé à un moment donné parce que j'avais été tellement dans la préparation
avec Gilles Porte que je ne m'étais pas préparée à l'idée de le jouer. Et donc, ça a mis très très longtemps, déjà pour trouver les sous, de se voir, de l'écrire. Je pense que c'est plusieurs années. Et au moment de le jouer, je me suis dit, oh, je suis pas prête. Mais c'était moi, mais voilà. Évidemment, là, on était deux, on a tout fait le repérage à deux. Je lui montrais des fois comment j'imaginais. Par exemple, quand Driss casse tout dans les champs de houblon avec la chaise, je, je lui montrais et lui pensait comment il allait filmer. On était comme deux avec une pote. Voilà. Après, je sais que pour la fiancée, il y a une équipe aussi mais ça reste quand même compliqué. Hein. Il y a ma fille aussi qui est script et qui me connaît bien, qui a pu me mettre. Et alors, Est-elle script sur oui, sur les trois. Sur les trois. Ouais. Et donc du coup, tu pouvais te reposer sur elle. Je pouvais me reposer sur dans un elle. sens pour avoir le. Et aussi, et moi, je suis pas quelqu'un. J'ai pas été voir au combo. Je vais de toute façon jamais voir au combo pour voir mon image. Donc j'allais pas le faire même quand je joue. Combo pour notre public, peut-être tout le monde. C'est le retour vidéo sur une toute petite télé que on peut avoir pour sur le plateau, pour voir ce qu'on vient de Donc tourner. on peut revoir une prise qu'on vient de faire. Et je le fais jamais pour moi dans les tournages. Sinon on commence à penser, on joue plus avec ses tripes, on joue avec sa tête. Et donc j'évite. Et le dernier tournage, il y avait aussi le preneur de son qui m'a beaucoup aidé. À l'oreille, il entend si ça sonne, si ça lui semble juste ou pas. Et donc, il m'a beaucoup aidé aussi. C'est le regard, on joue avant tout pour une équipe hein, qui est juste devant. Après, au montage, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Peut-être si je l'avais vu, je ne l'aurais pas fait, mais je vous dis, Et tu as choisi quel. Est-ce que c'est toujours la même monteuse ou le même monteur non, ou pas c'est 3 monteurs différents. Alors, le premier monteur, c'était super avec les 3. Le deuxième, je voulais recommencer avec lui, mais il a voulu changer de vie et il s'est établi à Palma de Majorque. Et je ne me voyais pas 4 mois à Palma de Majorque. Et donc, j'ai pris un troisième qui a monté aussi En fanfare, qui est un film qui est assez chouette qu'on a. Et il y a eu d'ailleurs et Fabrice Rouault aussi. Fabrice Rouault. Oui, Fabrice Rouault qui s'est établi à Palma. C'est lui, d'accord. Le fils de Christian. Vous vous souvenez d'avoir vu tout Ah, sur oui. Larzac. Oui, bah voilà, c'est le fils de Christian Rouault. Ouais, que j'aimais beaucoup, mais voilà. Et comme réalisatrice, est-ce que tu es là chaque jour au montage à côté du monteur Ah oui. ou est-ce que tu le laisses faire pour qu'il puisse te surprendre? Non. Je suis là, mais le monteur, il a un chouette regard parce qu'il repense l'histoire et on reconstruit l'histoire au montage. Hein, c'est formidable. Au début, on découvre les images, on dit oh, putain, c'est une calamité. C'est terrible. Avant de. Ouais. Ouais, souvent, le premier montage, qu'on appelle ça un ours, il dure très longtemps. Ça dure 3 heures. Et est-ce que tu fais partie de ces cinéastes qui font des projections test avec des amis pour recevoir leur avis à un moment ou pas? Oui. Il y a Delépine et Gerben qui sont venus. Oui, et on a montré à quelques personnes. Evangelo était venu pour Henri. Bonello est venu aussi. Et il avait une très chouette suggestion pour Henri. Voilà. Oui. Alors, peut-être qu'on va passer aux questions du public. Alors, je pense voilà, sur tout ce qu'on a dit, mais évidemment sur les 2 films que nous avons vus hier soir, les 3. Bonjour, vous avez évoqué un film à venir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et comment aujourd'hui vous choisissez les films dans lesquels vous vous lancez?
quels critères ou qu'est-ce qui vous donne envie de participer à un tournage? Et là, comment je choisis, je veux dire, en vieillissant, ça a beaucoup changé. Parce que j'ai pas vendu trop mon âme au diable. Je l'ai fait de temps en temps, mais pas trop. En fait, j'ai toujours un peu suivi mon instinct. Je fais 2-3 navets quand même. Et sinon, là, pour le moment, j'ai un peu de problèmes physiques, là. J'ai fait un tournage récemment avec Dominique Cabrera, que j'aime beaucoup. C'est le 3e film que je fais avec elle. Mais j'ai eu la goutte pendant tout le mois, c'était horrible. Sinon, c'était avec Hélène Vincent et Dominique, j'adore ce qu'elle fait. Bon, c'était chiant d'avoir la goutte. On dit que c'est la maladie des bons vivants. Bon. Et sinon, je vous dis, j'ai changé aussi parce que, par exemple, il y a Moustique, qui est un ami de Gustave et de Lépine. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui était aussi à Groland avant. Qui m'a demandé de jouer dans son film. Et j'ai dit oui sans lire le scénario. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, j'ai dit oui parce que j'aime bien le bonhomme. Et en vieillissant, ça me suffit. Par le passé, est-ce que tu as pu choisir des films en suivant les recommandations de ton agent, Françoise Lax, ou elle a son mot à dire parfois? Elle m'a toujours laissé faire. J'adore mon agent. C'est pas du tout comme dans 10%. Elle a beaucoup d'humour, elle est marrante. Et des fois, elle m'envoie des scénarios, elle met un petit mot, dit ça passe pas, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. J'ai compris, je lui ai fait assez confiance en fait. Mais si tu pouvais lire jusqu'à la page 10. Et d'ailleurs, je me demandais, par rapport à Louise Michel, Gustave Kerven et Bruno Delépine, le scénario, ça ressemblait à quoi? Parce que c'est quand même un sacré rôle, singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous souvenez? J'avais vu leur précédent film. C'était 2 mecs qui partaient qui étaient handicapés. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Altra. Et j'aimais beaucoup ce film. C'est 2 handicapés qui décident de rejoindre l'Islande, la Finlande, pour rencontrer Kaurismäki. Et en fait, l'idée du film est venue après un soir de fête à Bruxelles, bien arrosé. Et ils se disent comme ça qu'ils ont... Oh, ce serait amusant. Ils étaient avec Benoît Poulvorde et Vincent Tavier, qui a produit Cette arrivée près de chez vous. Et ils se disent, oh, ce serait amusant qu'on fasse comme ça, qu'il y ait l'histoire de 2 handicapés et qui ne savent pas se saquer et qui vont effectivement faire ce voyage. Donc il n'y a pas de scénario, il y a juste cette idée de fin de beuverie. Et Tavier dit, bon, oui, si vous voulez. Et donc il signe un pseudo-contrat sur la nappe du restaurant, ce qui va servir à trouver un peu d'argent auprès du centre du cinéma belge francophone, où ils ont dit, bah voilà, il y aura Benoît Poulvorde et puis il sera un peu handicapé et puis on vous promet qu'à l'arrivée on retrouvera Kaurismäki. Le centre du cinéma a dit d'accord. Et Kaurismäki a dit oui. Et c'est vrai que le film est en noir et blanc. La magie fait que le film va être sélectionné au festival de Rotterdam et que eux qui pensaient avoir fait comme ça une pochade, voilà, ils mettent le pied dans l'engrenage. Et puis le 2e long métrage, c'est à nouveau une coproduction avec la Belgique, où là ils vont encore un peu plus loin dans la folie. Et c'est effectivement avec Louise Michel, où ils vont quasiment pour la première fois aussi engager des comédiens professionnels. Avec Bouli Lanners. Avec Bouli Lanners et toi. Et des non-professionnels. Et c'est vrai que dans le livre d'entretien, on parle de ce tournage. Et c'est vrai qu'à un moment, Delépine et Kerven prenaient plus d'attention auprès des non-professionnels pour les diriger. Et qu'au bout de 10 jours de tournage, Bouli faisait un peu la tête. Il était un peu inquiet. Je me rappelle d'échanges avec Bouli.
Parce que, comme tu dis, dans le scénario, comme c'est écrit, c'est très bavard en fait, et c'est très sketch. C'est pas mon truc, moi. Mais je remarque qu'à l'arrivée, ils arrivent tellement à filmer les choses d'une manière très personnelle. Par exemple, on fait une prise et c'est de dos, ça leur suffit. Je dis, ah bon. Et il n'est pas en train de faire un découpage, un plan, un contre-plan, de plusieurs manières. Et donc, à l'arrivée, ils ont une manière de mettre les mots, parce qu'à la lecture, des fois, il y a beaucoup. Et voilà. Et ils ont une manière de les tourner, même dans le film qui a beaucoup plu, là, qui est passé sur Arte, à la lecture, je me dis, c'est énorme. Moi, j'ai commencé par barrer des trucs, en respectant ce qu'il veut dire, mais c'est deux que j'adore. Et par rapport à ce que disait Louis sur la manière dont il dirige les acteurs, et là, visiblement, Bully Lanners, réagissant sur le fait d'être peut-être mise en difficulté, traitée peut-être différemment. Oui, mais effectivement, je me rappelle qu'une fois, Bully était un peu inquiet. Il m'en avait parlé, mais parce qu'il ne donnait pas trop d'indications d'acteurs. Mais moi, j'aime bien ça. En fait, personnellement, parfois, je trouve que toute la psychologie des personnages, on l'a digérée avant. C'est le travail qu'on fait dans un divan, on imagine tous les possibles. Ce que j'estime être mon boulot avant. Mais quand on vient me parler de la psychologie d'un personnage juste avant qu'on dise moteur, personnellement, ça me rend enragé. Je n'aime pas. Maintenant, on ne fonctionne pas tous pareil. Il y a des acteurs qui ont besoin de ça. Moi, pas. J'ai besoin d'incarner. Et si je commence à penser avec la tête, de la même manière que je ne vais pas voir au combo, je ne peux pas jouer avec le ventre, mais pas avec la tête. Et donc, j'aime bien ce côté qu'ils ont chez eux. Et par contre, tu vois, dans le dernier film, avec Gustave, on se connaît bien, maintenant je fais plusieurs trucs avec eux. Et une fois, c'était avec Laure Calamy, tu vois, et il y avait du Ken. Je me rappelle très bien, il m'a juste dit plus Kaurismäki. J'ai tout de suite compris. Je dis, rabaisse là. Dans l'entretien, quand il parle effectivement que le Bully était un peu perdu, c'est pas que Bully voulait des indications sur le personnage, ça non plus, il est comme toi, il n'en a pas besoin. Et il se plaignait de ne pas avoir de retour, de dire c'est bien ou pas. Et du coup, Gustave, dans l'entretien, dit que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que les acteurs avaient aussi leur fragilité et que parfois ils aiment bien qu'on leur dise ouais, c'est bien. Voilà, oui. Voilà. Mais oui, et il considérait qu'il fallait plus s'occuper des non-professionnels qui avaient plus besoin d'attention, et que là, ils ont pris conscience que des acteurs professionnels étaient aussi des enfants qu'il fallait choyer. Non, Yolande, tu Benoît confirmes. Poelvoort était venu aussi là-dessus. Et vous aimez effectivement qu'un réalisateur puisse vous dire le cas échéant. Voilà, Oui, bien sûr qu'on aime bien qu'on nous dise que c'est bien, mais parfois on nous dit c'est bien, on nous dit qu'est-ce que j'ai fait là, juste avant. Je ne sais plus. J'essaye de faire refaire comme juste avant. Et je sais pas, c'est pas le bon plan non plus. Mais je sais pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de lois. En plus, on doit s'adapter à chaque réalisateur, comment il fonctionne. Et puis, il y a toute une équipe aussi. Des fois, on recommence une prise. C'est pas toujours nécessairement à cause du jeu. Ça peut être un problème de lumière, ça peut être n'importe quoi. Ou parce que le réalisateur cherche aussi. Il faut admettre qu'on cherche, qu'on est sur un plateau et qu'on cherche. Voilà. Mais je vous dis, chaque réalisateur, c'est différent et il faut s'adapter. Et en l'occurrence,
la comédienne Yolande, devenue actrice de cinéma. La différence, c'est qu'il faut effectivement recommencer inlassablement, recommencer les prises, et que ça a dû être une découverte, en tout cas un changement entre indépendamment du fait d'être en rapport direct, établir un lien avec le public, il y a cet aspect-là dans le travail de l'actrice. Recommencer. En même temps, c'est un luxe de pouvoir recommencer au théâtre. Si on se plante, c'est tout de suite. C'est immédiat. On ne peut pas dire je recommence. et d'autant plus dans le spectacle solo que je faisais, c'était un spectacle toute seule, c'est sur une corde raide, quoi. Et avec mes silences, ça basculait des fois. Et alors, il faut couper. C'est un jeu avec la salle. Et ben, beaucoup plus dangereux que quand on est en groupe aussi. Parce que là, on est tous d'accord, comme on sent la salle. Et au cinéma, on peut recommencer. C'est pas mal. Même parfois, on doit dire, mais qu'est-ce qui marchait pas? Aller très vite. Pourquoi? Se reconcentrer. Voilà. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien l'exercice. Hein. Je vous oublie pas. Mais on a très vite évoqué Séraphine, mais du coup, c'est vrai que l'année 2008 a été une année particulièrement faste dans ta filmographie. C'est l'année de Louise Michel, et puis évidemment, il va y avoir Séraphine. J'aimerais qu'on évoque la relation avec Ulrich Tukur. Est-ce que tu as suivi une préparation particulière pour ce rôle avec donc la ça, c'est l'aventure peinture de Séraphine. Et Séraphine, j'ai rencontré Martin Provost, qui en fait habite près de chez moi. Et un jour, on avait le même mec qui fait les travaux. Et un jour, il me dit, il y a un petit jeune qui veut vous rencontrer. Je dis, mais il m'appelle. Moi, je reste pour un court-métrage. Il vient chez moi, il me parle de Séraphine, de cette femme, la peinture, le côté mystique, de la folie aussi. Donc, tous des thèmes que j'adore. Et tout de suite, je lui ai dit oui dans l'après-midi. Et il n'y avait pas de scénario encore. Et Ulrich Tukur, donc, cherchait ce personnage. Et mon mari avait travaillé avec Ulrich Tukur. Je ne sais plus dans quel film. Dans un film de Costa Gavras, je crois. Et c'est lui qui en a parlé. Et très, très bon comédien. Et, belle personne. Il joue du piano aussi. Ouais. C'est lui qui joue le marchand d'art. C'est ça. Voilà. Alors. Oui, bonsoir. Moi, j'ai redécouvert Quand la mer monte hier soir avec très grand plaisir. Merci. Et j'ai redécouvert le rôle de la musique dans vos films. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce qu'entre La Traviata et puis Après un rêve, on voit votre personnage qui est ému en écoutant ces airs. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et là, Quand la mer monte, il y avait évidemment de Raoul de Gottscherveld, Quand la mer monte, et qui est vraiment typique au Nord, tout le monde la connaît. Et la musique, sinon, j'avais demandé à Philippe Roche qui écrivait la musique pour Deschamps. Et mais je me rappelle avoir eu l'idée de... Parce que la musique, c'était un film de Fouché, pas un bal. Et même à un moment donné, moi je connaissais le Taraf de Haïdouk, c'est des musiciens tziganes qui font de la musique, des fanfares en fait, qui font des fanfares pour les mariages. Et c'était copains à moi, belges, qui les faisaient tourner. Et je leur avais demandé de faire la Traviata. Et ils l'ont répété, c'est pas du tout leur genre de musique. Ils ont répété la Traviata alors qu'ils étaient en tournée en Italie, en bus. Et puis il a fallu les enregistrer. Et pas un bal, ni en Belgique, ni en France. Tu vois, j'adore un bel Bazan, mais abonné absent. Et j'avais contourné et j'ai appelé Arlette de la RTBF. Elle me dit, mais venez à la RTBF, on va enregistrer. C'est une dizaine de cuivres. Et
c'était pas Taradekad, c'était Kochani. C'est le même, il tourne aussi. Et donc, on va avec Gilles, on va à preneur de son, qui a 3 petites pins comme ça pour enregistrer, mais 10 cuivres. On a mis du son, on doit se marrer. C'est-à-dire une cacophonie inaudible. Or, ce type qui avait répété, c'était pas possible, quoi. Et du coup, j'ai demandé à des musiciens, des jeunes musiciens qui ont accompagné la tournée des chants, des pensionnaires, qui étaient de la région du Nord, ils m'ont fait une adaptation le week-end. On était à Lille, on a tourné dans un café, dans les sous-sols. On leur a offert leur billet de train parce qu'ils venaient quand même de Roubaix jusqu'à Lille. On a payé le trajet et un coca. Et le preneur de son est venu avec plus de pins. Et c'est cette musique-là qui passe à la fin. Mais moi, quand j'entends la musique de la fin, je vois la pauvreté parce que la reprise est complètement étale. C'est étale. Là, c'est la... c'est la Traviata, mais en fanfare. Mais c'est étale, tu vois, elle revient, mais... Voilà. Sinon, dans la musique aussi... Mais la musique est d'importance, vous avez raison. Parce qu'avec ces peupliers penchés, là, et quand on voit que ça commence à foirer entre eux, c'est un groupe de musique avec Philippe Rouèche, un quatuor, qui a repris cette musique, mais tout doucement. C'est ta 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 na 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 ta 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 na na. Ça pleure déjà. Ça pleure avec la même musique. C'est jouissif. Et bien, la dernière musique, je parle beaucoup. Vous voulez une autre question? Vas-y, allez-y. Allez-y. Parce que dans La fiancée du poète, c'était pendant le Covid. Et donc là, j'ai tourné le spectacle de Prévert avec Christian Olivier, qui était des Têtes Raides, à qui j'ai demandé de faire de la musique off. Et par contre, je connaissais bien La rue qui est à nous, qui habite tout près. Pierrot, c'est des musiciens que je connais. Et donc, quand j'habitais à la campagne, ils sont venus plusieurs fois une semaine. Généreux. Ils ont trouvé plein de musique. Et c'est eux qui jouent dans le film. Donc, quand la mer monte, tu nous fais découvrir Wim Willard, qui va composer la musique de Henri. Oui, exact. Wim Willard qui joue dans Quand la mer monte, un musicien. Et c'est lui qui fait la musique de... J'avais fait de musique de film. Il a fallu gérer tout ça. Ça se fait souvent, les musiciens de film, ils regardent le film et puis ils écrivent dessus. Moi, j'ai pas voulu faire comme ça. Mais alors, une fois, c'était en hiver, on a montré le film. Ils sont venus de Belgique. On a dû faire du feu, je me rappelle, parce qu'il faisait caillant. Mais ils ont voulu enregistrer comme en studio, un instrument à la fois. Tu vois, c'était compliqué aussi, ils ne savaient pas comment faire en fait. C'est là où on voit que je ne suis pas une grande pro. Hein, mais... Est-ce que vous pouvez nous parler de Wim Willard quand même, et comment il se retrouvait effectivement dans ce rôle de Driss, quand la mer monte? Comment vous l'avez casté, comme on dit, Wim Willard? Moi, j'ai une otite. Comment est-ce que Wim Willard se retrouve dans Quand la mer monte? Ah oui. Alors, je voulais un flamand. Ça, c'est sûr. À un moment donné, j'avais pensé à un mec qui s'appelle Driss, qui travaille avec mon mari, qui est un flamand, qui est un peu brut de collier, comme ça. Voilà. Après, lui il dit, mais pourquoi moi? Je ne sais pas répondre. Mais je savais que ce n'était pas possible. Il dit, moi, je fais bien la machinerie. Je ne sais pas tout faire bien. Et donc, j'ai dû chercher. Et alors, j'ai demandé à un ami belge s'il connaissait bien les comédiens flamands, parce que moi, je ne les connaissais pas. Et donc, il m'a donné que 4-5. Et chaque fois, je leur demandais de me donner rendez-vous là où ils voulaient, ou désiraient. Et donc, le premier m'a donné rendez-vous chez lui et m'a montré son book
J'ai une tête à voir un bouc, moi. Donc, tout de suite, ça m'a pas plu. Et Wim, je l'ai rencontré et il me donne rendez-vous dans un café en face de la Bourse à Bruxelles. Il me dit, mais comment je vais te reconnaître? Et je dis, ben, j'ai un nœud dans les cheveux. À l'époque, j'avais toujours un nœud. Et donc, je vais dans ce café de la Bourse, je pousse la porte et je vois, ah, je suis Wim. Et je me suis dit, c'est lui. C'est mon casting. Parce qu'il y a celui qui fait le copain de Poussin, c'est Yann Amenecker. Oui, ça, je le connaissais. Qu'on avait vu dans Max et Bobo de Frédéric Oui, Fontaine. ça, je le connaissais comme comédien belge. Super aussi. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu quand la mer monte qui lance du côté francophone la carrière de Wim Willard. Il n'avait jamais fait de cinéma, mais hyper connu en Flandre. Hein. Beaucoup, il a fait un truc. Puis c'est un mec super. On reste très, très fort en contact. Et tu savais qu'il avait un groupe de musique et qu'il faisait de la Ah musique? oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, je les avais entendus. Il y avait plusieurs groupes de musique. Ouais. Et parce qu'à ce moment-là, il y a aussi Arnaud, le chanteur, qui commençait à faire Oui. quelques films. Oui. Tu avais pensé à lui ou Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent Arnaud, mais c'est tellement couru. Il y a plusieurs fois, on a voulu nous mettre ensemble, mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'adore Arnaud, d'ailleurs, comme musicien, plus que comme acteur pour moi. Hein, mais j'avais toujours. La première fois que j'ai entendu Arnaud, c'était justement, je venais à Paris dans ma voiture et j'écoute la musique. Et l'après-midi, j'entends un type qui dit par exemple, je dis oui, comment je te dis, je mets la radio un peu plus fort, hein. Quand moi je te dis que j'ai envie de mettre un chemise jaune, moi je te dis, je mets encore plus fort. Moi je te dis, pourquoi pas? Je dis, c'est mon Dieu. Il a raison de mettre une chemise jaune. J'aime beaucoup ces chansons. Si on reste dans la musique et qu'on évoque des chanteurs, comment te vient l'idée de proposer pour la première fois au cinéma un rôle à William Scheller? De nouveau, c'est des anecdotes, on passe en même temps. Si ça vous ennuie, vous dites, mais c'est des anecdotes. C'était avec Face de Bouc. La fiancée du poète. Ah oui, Face de Bouc. Un jour, je reçois un message de William Scheller. Elle me dit, j'aimerais beaucoup votre ami, mais je suis très timide. William Scheller, je regarde si c'est le bon, tu vois. Ah, je me dis, ça c'est dingue. Moi, je ne perds pas une minute. Je dis, oui, je veux être votre ami. Et alors, pour le film, je devais trouver un comédien qui fasse un curé plus âgé que moi. Dans les vieux, déjà, j'ai du mal à trouver un fiancé, mais un plus vieux que moi qui fasse le curé de mon enfance, il fallait vraiment taper dans les vieux. Hein. Et je vais penser avec lui parce qu'il est aussi très particulier. Et il était d'accord. Je me dis, bon, ça passe ou ça casse. J'ai pris des risques. Il a quand même fait beaucoup de scènes. Il n'a jamais fait de cinéma, mais il a beaucoup interprété des textes. Et l'homme est absolument... j'aime beaucoup, puis j'adore ces chansons. Hugo Frey, non. Est-ce qu'on pourrait rapidement évoquer certains de tes partenaires de jeu et si on évoquait les Belges? Parce que tu as quand même été la mère de Dieu avec Poelvoorde pour Jaco van der Marle. Il y a eu Bouli, on l'a évoqué. Il y a eu Gourmet. Non, Gourmet, Olivier. Voilà. Est-ce que ce sont des bons partenaires? Tu aimes bien les retrouver de temps en temps? Oui, il y a vraiment des bons partenaires.
tu me parles Paul Voorde, je trouve que c'est un immense acteur qui vit pas toujours très bien, mais qui est un immense acteur, qui a une vie pas facile et puis très érudit. Jaco van Dorbal, c'est un copain aussi d'il y a longtemps. Il est passé aussi par le théâtre pour enfants, le clown. J'ai fait un truc de clown avec lui d'ailleurs, il y a longtemps. Et donc, c'est un mec absolument merveilleux, Jaco. Je suis contente qu'il m'appelle. Oui, et puis il y a Émilie Dequesne aussi. Alors, on n'a pas fait un chef-d'œuvre, mais j'ai bien aimé. Immense actrice quand même aussi. Yana Manecker, Cécile de France, récemment aussi, je trouve très douée. Tu parles des acteurs belges, hein, ouais. Non, c'est tout des... Il n'y en a pas un de chiant, là. Alors, avant de passer à quelques mots sur le film qu'on va découvrir, quand même, j'oublie pas qu'il y a une question qui vous a été posée, je pense, sur des projets de films que vous auriez. Est-ce qu'il y a des projets dans la tête de films à réaliser? Parce que des propositions, on a compris qu'effectivement, vous en receviez régulièrement. Est-ce que vous avez un projet de film personnel? Le projet, le dernier film, c'était tellement douloureux avec cette goutte que j'avais envie de freiner. De réalisation, Non, pas pour l'instant. Moi, je vois souvent ma productrice qui me pousse au cul, mais voilà, parce que physiquement, c'est un peu dur, c'est quand même beaucoup d'énergie. Vous avez souvent dit qu'il vous fallait du temps. Et il y a d'ailleurs, je crois, une dizaine d'années qui s'écoulent entre Quand la mer monte et Henri. Ça, et puis être sûr d'avoir envie de raconter un truc. Pour le moment, je fais plutôt de la mosaïque. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est une productrice française qui effectivement t'accompagne et que finalement sur les 3 films, ça a été 3 coproducteurs belges différents. Mais donc tu as effectivement cette relation avec une productrice française. Ah oui, j'adore Julie Salvador. J'aime beaucoup. Qui est vraiment avec toi et qui te. Oui, qui est avec moi, qui est derrière, qui a beaucoup d'humour, avec qui on fait le film. Je ne fais pas contre la production, on fait ensemble. Il manquait des sous, on a supprimé une semaine. On se sape dans le scénario. On travaille avec. Et elle est toujours très présente et partante. Oui, c'est devenu une amie, très proche. L'approche du documentaire, est-ce que c'était quelque chose, tu t'imaginais de faire un documentaire? Est-ce qu'il y avait un sujet que tu avais envie de traiter particulièrement? Voilà, et donc vous avez compris, Nulle part en France, qui est un film qui date de 2016 et qui est donc un film documentaire qu'on va découvrir dans quelques minutes. Oui, c'est un appel que j'ai reçu d'Arte, et donc qui proposait à des réalisateurs d'écrire sur un camp, et là en l'occurrence de Calais. Et donc j'ai beaucoup hésité parce que je pouvais faire ce que je dis, mais pourquoi moi? Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à faire des documentaires, pas moi. Et justement, il dit on veut le regard de quelqu'un d'autre. Et vous avez une carte blanche. Et donc jusqu'au dernier moment où il m'a appelé, ça, j'aurais pu dire non. Je regrette pas de l'avoir fait, mais ce qui me faisait hésiter aussi, c'est aller à Calais ou à Grande-Sainte et rentrer avec une caméra à la main. Ça me semblait quelque chose d'extrêmement violent et d'indécent. J'ai dit oui. Mais j'ai vu des choses très violentes avec des gens qui faisaient des reportages là-dessus, qui ouvraient les tentes et qui mettaient des caméras comme ça. D'ailleurs, à un moment donné, vous verrez, et je comprends leur colère, je vois un des jeunes qui me lance un caillou. Et je comprends leur colère de témoins. Là, en même temps, je n'ai pas du tout regretté. Et puis, j'ai eu l'aide de Laurent Godet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur absolument magnifique, qui écrit beaucoup sur les migrants, qui écrit beaucoup sur la condition, qui est très engagé. J'adore cet écrivain. Et je lui ai demandé d'écrire des textes sur les éléments.
et vous verrez que tout le film, je parle des éléments, du vent, du froid, de la distance, des envies, du rêve qu'on a de rejoindre l'Angleterre. Voilà, et c'était très intense en fait, ce tournage. Et je me dis, le documentaire quand même pour moi, ça reste quelque chose que je dis que le fil rouge pour moi, c'est de raconter les gens. Dans le documentaire, on est très proche des gens. Tout à l'heure, je me suis régalée à voir l'histoire de Monsieur le bûcheron. Voilà, j'aime bien les documentaires, de voir les gens, ce qu'ils font. Et c'est un tournage qui a duré combien de temps et avec une équipe de quelle importance? On était, donc il y avait une fille qui était caméra woman, il y avait un preneur de son et une fille qui connaissait bien la langue, qui pouvait traduire les choses, qui connaissait bien l'Iranien, l'Irakien, le kurde, tout ça. Et donc elle m'a beaucoup aidé à pouvoir rencontrer les gens. Donc on était à 4. Et donc le tournage a duré 10 jours. C'était la jungle, beaucoup à Grande-Sainte et à Calais aussi. Il y a eu le démantèlement juste en ce moment-là qu'on a filmé. Et puis 3 semaines de montage à Strasbourg, à Arte. Non, Il y avait une contrainte de durée. Pardon? Est-ce qu'il y avait une contrainte de durée du film? Il fait une trentaine de minutes. Oui, c'était à peu près ça. Je pense qu'il fallait cette contrainte. Et je devais travailler avec un écrivain. Et au départ, c'était l'écrivain. Il m'avait mis en contact avec celui qui a fait Au revoir là-haut. Pierre Lemaître. Pierre Lemaître. Et donc, j'ai rencontré Pierre Lemaître. Je dis que je l'aimais beaucoup, mais que j'avais envie de travailler avec Laurent Godet. Il a été tout à fait... il comprenait, charmant. Voilà. Parce que de par son écriture à Laurent Godet, vous verrez que les poèmes sont absolument... Et donc, aussi, en allant là-bas, je ne savais pas ce que j'allais faire non plus. Petit à petit, ça s'est affiné. Je me suis dit, puisqu'on me donne la parole, prenons-la. On entend toujours les gens qui disent que les passeurs sont odieux, mais ils ne remettent pas en question la politique d'accueil, parce qu'on est face à un problème de plus en plus monstrueux avec les réfugiés climatiques. On ne résout rien en supprimant leurs camps. Voilà, il y a un truc d'inhumanité. C'est pour ça que j'appelle nulle part en France, parce que ça n'existe pas. C'est comme si on le niait. Les gouvernements successifs ont nié. Or que je me suis attachée sur la personnalité d'un type que j'ai rencontré là-bas, qui était du Kurdistan, à Auré. Et je me suis dit, mais je pourrais être sa mère. D'essayer de, quand les gens voient ce film, que je dis, mais de restaurer un peu d'humanité, de me dire, mais c'est très très dur de partir de son pays qui est en guerre. Voilà, et on a quand même notre petite dose de responsabilité. Je veux dire, là-dessus. Après, j'ai eu envie d'en faire un autre avec aussi la même chef opératrice. J'avais envie, mais j'ai pensé à un moment donné aux Indiens. Il y a une époque où les Indiens se sont rebellés contre le pipeline qui passait chez eux. Et je trouvais ça génial de se rebeller contre le pipeline parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Tu défends quand même des idées très, très différentes que tu vois que le pipeline est passé. Hein. Mais c'est vrai, vous allez voir, enfin, si vous ne connaissez pas le film, ce film en 30 minutes, enfin, c'est un film rare, vraiment, par rapport à la force de ce qui est montré, de ce que l'on ressent, et où j'ai envie de dire, c'est un film à pleurer, tout est dit, oui. Et en 30 minutes. C'est ça qui nous rendait le film indispensable à notre programmation cette semaine. Alors, on va voir le film ensemble maintenant. J'ai juste peut-être
dernière petite demande à mes collègues de la régie, mais je ne sais pas si Gaëtan, est-ce que Gaëtan, tu as récupéré la photo? Voilà, Yolande, j'ai reçu une photo ce matin. Voilà, c'est juste ça. Je voulais terminer par ça. Oui, c'est vrai qu'on a évoqué la famille. On a évoqué la famille, oui. Le fait que tes 2 enfants travaillent dans le cinéma, est-ce que ça te fait plaisir ou Bah, tu s'ils les, sont tu les heureux, as, tu les as oui. un peu poussés ou c'est venu d'eux-mêmes? Loïs a voulu, à un moment donné, faire la réalisation en allant en LASAS. Et je lui dis, mais pourquoi tu aborderais pas ce métier-là par un métier pratique? Parce que la réalisation, écrire, peut-être tout le monde peut le faire, je dis, par un côté pratique. Donc, elle sait comment on fait les choses. Et mon fils, il fait comme mon mari, il est machinot. Et donc, il a des expériences plus ou moins heureuses, ça dépend quel film. Mais par exemple, moi, je vous dis, ma fille est en burn-out, là, elle veut faire autre chose. Je peux comprendre. Parce que quand c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est pas gai. Sur la fiancée du poète, ils étaient là tous les deux. Alors, j'aurais bien voulu que mon fils soit là, mais c'est Irina Lepchanski qui a fait l'image. Et elle avait son équipe. Et donc, j'ai pas pu faire venir mon fils. J'aurais bien voulu. Et mon mari m'a aidé pendant tout le film. Et pour le repérage, j'étais présent tout le temps. C'est mon couteau suisse. Alors voilà, Yolande, la photo qu'on a reçue ce matin. Ah oui, Héloïse. Voilà, parce on a invité Héloïse, mais qui ne pouvait pas du tout venir. Et du coup, elle devait avoir ça dans un coin de la tête et nous a envoyé cette photo ce matin. Elle est belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yolande. Merci infiniment. Merci, Louis. Je t'en prie.